Le grand oral continue. J'ai le plaisir de recevoir Serge Raffi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Serge, vous êtes chroniqueur au point d'avoir été pendant de longues années donc, au Nouvel Obs, puis à l'Obs, pour décortiquer avec gourmandise la vie politique et sa comédie humaine à laquelle vous êtes très attentif. Vous avez multiplié les essais et les récits. Alors, ça va de Gaston Defferre à Fidel Castro, en passant par François Hollande, Nicolas Sarkozy, jusqu'à Anne Hidalgo. Alors, on y reviendra. Mais vous avez aussi alterné avec des romans. Et cette fois-ci, nous vous accueillons parce que vous publiez un roman qui s'appelle L'odeur de la sardine. Donc c'est à la fois drôle, tendre, mélancolique, c'est aussi un polar, donc on va rien dire. On va juste dire le pitch et l'énigme pour attiser l'attention. Écoutez, ça part d'une histoire vraie. Comme toute histoire de journaliste. Dans mon travail d'enquêteur, j'ai longtemps été au contact avec la police parce que j'ai dirigé longtemps le service d'investigation du Nouvel Observateur. Et parmi les gens que je côtoyais souvent, il y avait des très grands flics et il y en avait un particulièrement avec qui j'avais eu un lien assez fort. Et un jour, je l'interroge et je lui dis, je comprends pas, tu es toujours égal à toi-même, tu gardes une placidité, un stoïcisme incroyable alors que tu vis des trucs très durs. Il me dit, tu sais, je suis un survivant. J'ai été sniper pendant la guerre d'Algérie. Je dirigeais un commando des forces spéciales qu'on n'appelait pas les forces spéciales, mais qu'on appelait à l'époque les commandos de l'air, mais c'était des forces très particulières qui avaient été constituées par le général de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958. Quand il comprend que la guerre va être perdue d'un point de vue diplomatique, il faut donc absolument gagner d'un point de vue militaire pour pouvoir engager les pourparlers dans les meilleures conditions. Et donc, il y avait ces commandos de l'air qui, en fait, traquaient les camps de Félaga. Leur travail, c'était d'éliminer l'ennemi à 300 mètres. C'était des tireurs d'élite. Et lui, c'était un tireur d'élite. Et pendant un an, il fait la guerre comme ça. Et au fond, c'est une guerre quasi virtuelle pour lui. C'est-à-dire que et un jour, il tombe dans une embuscade. Et il est obligé, pour sauver sa peau, de tuer son adversaire au couteau et en expirant, si je puis dire au sens littéral du terme, cet adversaire-là lâche un énorme roux qui sent la sardine. Et lui, il a un choc terrible parce qu'il a mangé la même chose 2 heures avant. Et au fond, il découvre l'altérité. Jusqu'à présent, la guerre, pour lui, c'était un jeu. L'ennemi, c'était des cibles. C'était rien d'autre. Et là, tout d'un coup, l'humanité, si je puis dire, lui pète à la gueule. Et cette odeur de la sardine ne va plus jamais le quitter. Elle va le hanter toute sa vie. Donc ça part de cette histoire vraie. Comment vous l'avez transformé en roman et en pour plein de raisons, parce que sans évidemment la dévoiler. Parce que le personnage réel était un peu gêné de raconter toute son histoire dans la réalité. Et donc, il a fallu que je fictionnise un peu. À partir de là, j'ai trouvé un subterfuge, c'est-à-dire monter un récit policier pour pouvoir enquêter sur l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'on revient dans les mémoires blessées de la guerre d'Algérie à plein de niveaux différents. Et c'est un peu ce que je fais dans tous mes romans. C'est-à-dire que tous mes romans sont construits à peu près de la même manière. C'est-à-dire que ça part d'une énigme policière contemporaine, une affaire d'aujourd'hui, mais les enquêteurs, pour pouvoir résoudre l'énigme, sont obligés d'enquêter sur l'histoire avec un grand H. Alors Serge Raffi, c'est donc l'enquêteur sur la mémoire également. Et vous dites, je reprends cette formule, la sardine, c'est à la fois l'odeur de l'enfance, mais c'est aussi celle du mensonge. Pourquoi ? Parce que toutes les guerres provoquent, on le sait bien, des traumatismes physiques, mais aussi des traumatismes mentaux. Dans toutes les familles, il y a des histoires qui sont cachées, qui sont étouffées. Il y a des tabous. Et donc, les mensonges, ils sont multiples. Et donc, moi, pour des raisons personnelles, il y avait une histoire qui m'intéressait particulièrement. C'est celle d'un petit professeur d'histoire géo de Blida, d'une famille juive, qui était là depuis très longtemps, bien avant même la colonisation française. Donc, c'était des gens qui avaient quasiment fondé la ville de Blida, qui est une ville à 40 km au sud-ouest d'Alger, qui est une ville un peu de la région de la Mitidja, donc c'est un peu la Californie algérienne à l'époque. Et ce petit professeur d'histoire géo, juif, croyait, lui, en l'indépendance de l'Algérie, et il a plongé dans le camp du FLN, et toute sa famille l'a rejeté. Il est devenu non seulement un paria, mais il a disparu de la mémoire de cette famille-là. Et c'est ce que moi j'ai vécu d'une certaine manière par rapport à ma propre histoire. Et donc je mets en scène ce moment-là et cette violence de la disparition
Alors, vous avez donc besoin de retrouver ce parfum d'enfance au-delà de l'odeur de la sardine, parce qu'au fond, c'est une identité olfactive que vous voulez restituer. C'est le Sud, c'est la Méditerranée, c'est les souvenirs d'un monde disparu quelque part. Pour vous, pour d'autres, c'est ça la métaphore que vous tissez à travers cette histoire? Bien sûr, le roman ne s'arrête pas seulement à la mémoire, je dirais, des Pieds Noirs, pour aller vite, ceux qui ont été obligés de quitter leur terre. On traverse même très ça loin raconte en arrière, aussi, ça raconte aussi, parce que j'ai pris en fait le lycée de Blida, le lycée français de Blida, dans les années 60, comme lieu, si vous voulez, de la charge romanesque. Pourquoi? Parce que j'ai découvert en enquêtant que ce lycée-là, quelques années auparavant, dans les années 30, eh bien, la plupart des fondateurs du FLN, qui parlaient très bien français, qui avaient été dans l'armée française, qui avaient été formés, qui étaient plutôt des partisans du Conseil national de la Révolution, donc qui pour eux, le modèle, c'était le modèle de la résistance française. Et ils voulaient créer une nation indépendante, laïque, démocratique, etc. Et tous ces gens-là, j'ai découvert, moi, en enquêtant, qu'ils ont été assassinés par d'autres gens du FLN. Et donc cette histoire-là aussi, c'est-à-dire que les blessures, les mensonges, les tabous, ils sont partout, ils sont dans les familles des exilés, ils sont dans les familles et dans l'histoire officielle de l'Algérie. Un peu partout, vous avez justement tellement de tabous qu'on se dit comment on va réussir à sortir de cette situation. Alors voilà, je ne donne aucune clé pour ça, puisque c'est un roman. Ni aucune leçon, mais enfin en tout cas, vous le mettez en situation, parce qu'effectivement, vous le dites, la famille, c'est une fabrique presque un mensonge, en tout cas à vérité enjolivée, à vérité cachée. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent à travers, au-delà de l'énigme et comment elle avance à travers des policiers très attachants d'ailleurs, et des personnages attachants. On voit comment ça oscille entre la fresque sociale, le roman intime, et par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous touchez au fond aux racines du grand malentendu avec la France. Entre la France et l'Algérie. Bien sûr, puisque donc il y a deux sources à ce récit. Il y a cette source personnelle, et puis il y a la source historique, politique. C'est comment expliquer que 60 ans après les accords d'Évian, même 63 ans maintenant, après les accords d'Évian, nous ne sommes pas parvenus à faire, après la paix des armes en 62, je dis la paix des âmes aujourd'hui. Et j'avais posé la question à un ami diplomate, qui était souvent en contact avec les autorités algériennes. Et je disais, mais pourquoi on n'arrive pas à mettre en scène, à célébrer une nouvelle étape de la relation entre la France et l'Algérie, qui serait un espèce de copier-coller de ce qu'ont fait François Mitterrand et Helmut Kohl, quand ils se sont tenus main dans la main face aux morts des deux camps, pour faire la paix. Et d'ailleurs, la relation entre l'Allemagne et la France, on voit bien que ça a été un moment symbolique très fort. Et pourquoi n'y arrive-t-on pas entre la France et l'Algérie? Quelle était la réponse qui vous a fournie? Le diplomate en question m'a dit il faut attendre un peu encore, parce que cette équipe-là, en parlant de l'équipe qui est au pouvoir en Algérie, n'est pas capable de le faire encore. Et donc, lorsqu'on a entendu les tensions autour de la rente mémorielle, d'ailleurs, vous citez à travers votre ouvrage, vous rappelez le travail de Benjamin Stora, le grand historien sur ce sujet, et Jacques Ferrandez aussi. Et Jacques Ferrandez également, à qui Emmanuel Macron avait demandé de travailler sur une matrice de réconciliation mémorielle. Ces dernières années ont montré que c'est effectivement encore plus difficile. C'est très dur, et lui-même s'est retrouvé un peu piégé par le côté sulfureux du débat qu'il y a autour de cette rente mémorielle, et il s'est retrouvé obligé d'être dans un camp ou dans un autre, alors que c'est un historien, un vrai historien qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur l'histoire algérienne, vue par les Algériens. Donc ce n'est pas du tout un historien à la botte ni d'un gouvernement ni d'un autre. Et bien, malgré ça, aujourd'hui, il est lui-même, comme des tas d'autres gens, enfermé dans des cases, alors que justement aujourd'hui, c'est le plus important, c'est de sortir de ces cases-là. Alors, il y a une galerie de personnages dans votre roman, voilà, très dessiné, très particulier. Il y en a un qui est le professeur Alain Obadia, que vous suivez, que vous restituez avec beaucoup de tendresse, également avec une forme d'ailleurs de comportement, de tic sur les épaules qui doivent rouler pour se détendre, décontracter. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, il s'est inspiré d'un personnage qu'on connaît bien tous les deux, mais on va en parler tout à l'heure, Nicolas Sarkozy. Mais est-ce vraiment à lui que vous avez pensé quand vous avez pas vraiment, décrit ce personnage? Pas vraiment, mais maintenant que vous
vous le dites, mais non, parce que là, le professeur, c'est plutôt des lycéens qui voient le professeur écrire au tableau. On se souvient tous que quand on était au lycée, au collège, etc., on observait souvent nos enseignants et on voyait bien qu'ils avaient tous des tics, etc. Comme ils étaient souvent de dos, on pouvait se moquer d'eux, etc. Il y avait un côté comme ça sur ce personnage de professeur d'Alain Obadia. Ce n'est pas Sarkozy, non. On a l'impression aussi que, en tout cas c'est l'impression que j'ai en lisant, qu'au fond vous racontez un peu aussi l'histoire de Maran. C'est-à-dire ce que vous évoquez souvent, d'ailleurs, vous avez aussi écrit il y a longtemps un roman qui s'appelle La piste andalouse, alors que je n'ai pas lu mais qui peut-être doit forcément envisager ce genre de démarche. Mais là, ça m'a beaucoup frappé parce que vous racontez ceux qui au fond doivent mentir pour masquer leur véritable identité, leur véritable âme à un moment donné. C'est important pour vous de sans arrêt aller débusquer la vérité derrière les comportements? C'est toujours lié aux racines d'ailleurs, à nos racines, etc. Et parfois, avec ce sentiment que parfois on est un peu je dirais pas des usurpateurs, mais qu'on a une place que peut-être on ne méritait pas, ou je ne sais pas. Et il y a ce côté, moi, dans mon travail d'écrivain, c'est justement d'aller traquer cette problématique-là. Et dans La piste andalouse, il y a toujours cette obsession des racines. Par exemple, dans La piste andalouse, il y a cette volonté d'aller retrouver le lien qu'on a avec le Sud, avec une partie du Sud, on ne sait pas toujours très bien pourquoi d'ailleurs, et dans le roman actuel, L'odeur de la sardine, on retrouve cette obsession d'un des héros, en l'occurrence un peu le narrateur, celui qui se dit journaliste, hein, qui s'appelle Sébastien Rochas, et lui qui est quand même obsédé par ses racines, par le besoin de se retrouver, qu'il les a trop longtemps oubliés parce qu'il a été pris par la vie, par le travail, etc., et qu'au fond, il ne sait plus très bien d'où il vient. Et donc il fait un peu lui aussi cette recherche. Et au fond, ce qui est intéressant, et moi c'est un peu mon obsession, c'est qu'au fond quand on travaille sur l'histoire, puisque mes romans sont toujours liés à une recherche sur l'histoire, c'est que quand on fait cette recherche sur l'histoire, c'est une manière aussi toujours de rechercher ses propres racines et sa propre raison d'être. Et bien justement, vous devancez ma question. On a le sentiment que quelque part, c'est, je ne dirais pas vos propres fantômes, non, mais en tout cas, voilà, vos propres romans. En fait, vous voulez écrire, vous êtes en train d'écrire votre propre roman après avoir écrit sur les autres. C'est un mélange. À un moment donné, on ressent ce besoin. Mais tous les gens qui écrivent des romans racontent un peu d'eux-mêmes. C'est pas. Alors moi, je triche beaucoup. Je brouille les pistes. C'est la fiction qui l'autorise. Ce fameux mensonge qui dit la vérité. Je brouille les pistes, etc. Mais il y a effectivement une recherche. Il y a toujours ce besoin d'aller en quête de quelque chose qui est en soi, qui fait que. Et c'est toujours lié aux racines. Dans le roman, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs empruntée à une chanson de Art Mingo, qui est un chanteur que j'adore. Et il y a une chanson qui raconte l'histoire des exilés républicains pendant la guerre franquiste. Et ils traversent la frontière des Pyrénées. Et donc, ils sont là. Et il y a une expression qui, dans cette chanson, il dit « déracinés mais rassemblés ». Et donc, elle est au centre de ce livre. On est tous des déracinés, mais il faut qu'on se rassemble. Et on découvre. Et c'est très actuel. Absolument. Et on découvre d'ailleurs à travers ce livre, parce que on traverse aussi avec vous des films, des musiques. L'artiste éclectique que vous êtes. Vous n'êtes pas simplement le journaliste qui vous cachez en fait derrière aussi le fait d'être un journaliste, mais vous êtes aussi artiste, musicien. On le voit. Vous aimez le cinéma, on le voit à travers votre livre parce qu'il est truffé de références. Et comme s'il avait une bande son également, j'aimerais bien. Une bande image, parce qu'en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Vous parlez effectivement d'aller chercher les racines. Ce qui m'avait frappé dans une de vos biographies, celle de François Hollande, c'est comment vous étiez, et au fond, je crois que vous étiez le seul à porter cette grille d'explication. Vous expliquez comment l'origine familiale, les ancêtres de François Hollande, venus du Nord, se cachant parce qu'ils étaient protestants dans un pays catholique, venant des Pays-Bas, s'appelant les Hollandes, ça explique pourquoi François Hollande aime toujours se dissimuler, se cacher derrière ce sourire permanent, cet humour qui lui permet de tout esquiver. Et j'avais trouvé cette explication absolument structurante pour lire le personnage. D'ailleurs, j'avais fait un livre qui s'appelait L'homme qui rit, qui évidemment était un clin d'œil à Victor Hugo. Il fallait que je reste à ma place quand même. Et François Hollande, bien sûr, d'ailleurs. Mes biographies sont toujours basées sur le même principe. C'est d'aller au cœur de la problématique d'un homme, et c'est toujours ses racines. Et en l'occurrence, François Hollande, je suis allé quand même jusqu'au XVIIe siècle, où j'aurais trouvé des ancêtres qui étaient des meuniers,
du Nord. Et quand la guerre de 14 a éclaté, le village de ses ancêtres a été bombardé et le cimetière a été rasé. C'est-à-dire que les tombes de ses propres ancêtres ont disparu. Et donc, ça forme un homme. C'est-à-dire que si on ne sait même plus exactement d'où l'on vient. Et souvent, d'ailleurs, je lui apprenais des choses sur sa propre histoire pendant le travail, puisque je l'interviewais régulièrement, etc. Et à chaque fois que je fais ce travail-là, ce qui me passionne, bien sûr, c'est l'humus de ce qu'on est. Et nos destinées, elles sont aussi liées à cette case de départ de nos histoires. Alors la transition est toute trouvée parce qu'effectivement il y a un autre personnage qui lui-même d'ailleurs a qualifié sa propre vie en disant « ma vie est un roman ». Il s'agit de Nicolas Sarkozy, dont on a encore vu un épisode absolument incroyable, et pour l'histoire de la République, et pour également son histoire personnelle. C'est son entrée, je dirais, en spectacle presque, à la prison de la Santé pour y être incarcéré après sa condamnation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces tableaux, cette scène, ce moment-là? Ça vous a étonné d'abord qu'il le fasse comme ça? D'abord, j'étais scandalisé par la décision de justice. L'exécution provisoire. Parce que vous le défendez, d'ailleurs, dans un édito, bien sûr. Dans le point.fr, vous mais je l'ai défendez. défendu souvent sur cette position-là. Et je ne suis pas Sarkozy, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nicolas et les vampires, mais au fond qui racontait déjà l'idée qu'on voulait lui sucer le sang. Et que tous ces vampires voulaient lui sucer le sang, et que quelque part il était déjà très romanesque. Il y a longtemps que Nicolas Sarkozy est un héros de roman. D'abord, il suffit que vous passiez 1 heure avec lui pour voir qu'il est en scène, que vous n'êtes pas avec Louis de Funès, mais vous êtes avec des personnages de cinéma en permanence. Et donc c'est assez passionnant de le suivre, Nicolas Sarkozy. Là, cette fois, on est dans une dimension quasi biblique, puisqu'il organise lui-même son chemin de croix hier matin pour aller à la prison de la Santé. Avec la biographie de Jésus-Christ au bras, et de Monte Cristo d'ailleurs, on va en parler. Bien sûr. Et donc, avec la foule qui l'acclame, etc., dans cette espèce de... qui est un moment très fort, et d'ailleurs, moi, que j'ai trouvé très dur, mais c'est quand même scénarisé, tout ça. Même si c'est dur, même si c'est brutal, il organise quelque chose autour de son épopée, quelque part. Et c'est à ce chemin de croix-là, il va en faire sa force. Et en prison, vous l'avez dit, il a pris 2 livres. Il a pris Le Comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, donc c'est la vengeance. C'est l'histoire d'Edmond Dantès. C'est aussi la vengeance, mais c'est le retour et la réhabilitation. Après, mais dans un premier temps, c'est la vengeance. Et les 2 livres, c'est la vengeance pour le Comte de Monte Cristo, et la vie de Jésus, c'est la résurrection. Absolument, on a parlé c'est-à-dire, et peut-être la rédemption aussi d'ailleurs. Et peut-être la rédemption. Et la rédemption, et quelque part, cette manière de mettre en scène cet épisode-là de sa vie, aussi violent, aussi dur soit-il, est déjà une manière, moi c'est ce que je crois profondément, c'est qu'il est pas mort politiquement du tout. Alors vous aviez, effectivement, c'est intéressant parce que... quand on avait suivi à l'époque l'épopée et la saga Sarkozy, il y avait ce concept des cartes postales, des tableaux scénographiés de communication qui envoyaient des messages implicites à travers l'image, l'émotion. Là, on a eu vraiment plus qu'une carte postale, on a eu une fresque absolue. C'est vraiment Edmond Dantès pour vous, Nicolas Sarkozy? Il a été victime d'un complot et il va devoir se venger. Il aura le temps de se venger, il va avoir envie de se venger? Non, mais le paradoxe, c'est que cette décision de quelques juges, finalement, moi personnellement, je pense que, mais aussi violent soit-il cet épisode de sa vie, c'est quelque chose qui va le servir. Parce que dans l'opinion, on ne sait pas comment tout ça va réagir. C'est-à-dire que là, vous avez affaire à un martyrologue, quasiment un martyrologue ultramoderne, si je puis dire. Même si les conditions de vie à la Santé sont très dures, etc. C'est pas non plus une partie de plaisir. Hein. Mais je pense, quelque part, il va y avoir une réaction de l'opinion sur cet homme-là, et que lui-même va se dire, mais après tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'empêche de revenir après tout? Et on peut prendre l'exemple de Trump, même s'il n'a pas été en prison. Il a Nicolas Sarkozy de revenir, il n'est pas revenu. Il a été même oui, mais il n'y a pas eu cet écarté par sa propre famille politique lors de la primaire de 2016. Oui, mais comment l'opinion va réagir? Alors moi, c'est peut-être que j'en rajoute dans le romanesque de la situation, mais quelque part, je sens intuitivement qu'il se passe quelque chose, qu'il peut se passer quelque chose dans l'opinion autour de Nicolas Sarkozy, non pas seulement parce que c'est lui, mais parce que la situation de sa propre famille politique est quand même calamiteuse.
elle n'est pas très bonne. Ils n'ont toujours pas de vrai leader affirmé, incontesté, incontestable. Il y a des batailles de chiffonniers pour diriger les LR, mais ça reste quand même pas des gens qui sont de la stature de Nicolas Sarkozy. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a aussi un autre personnage qui évidemment occupe le cœur et le sommet de l'État depuis 2017, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui draine comme dramaturgie, lui? Si vous aviez à le traiter, à le croquer, à le chroniquer... Quand dans mes éditoriaux, je le fais moins maintenant, mais dans mes éditoriaux que je faisais à l'époque au Nouvel Observateur, enfin, qui s'appelait l'Obs après, oui. Je l'appelais le freluquet dans mes éditoriaux, ce qui était quand même assez dur. C'est un freluquet, c'est un mot un peu désuet. Il a eu tant de qualificatifs. Mais un freluquet, c'est un côté braqueur, un peu... le toxique. Oui. Un freluquet, c'est quelque chose qui prend la réalité pour quelque chose de fantaisiste, d'un peu léger, d'un peu pas nonchalant, mais au fond, tout ça n'est pas grave, etc. Et comme s'il passait sur le temps avec une espèce de je dirais pas d'indolence, mais de facilité, de quelqu'un qui est trop de désinvolture et qui au fond, c'est la désinvolture du premier de la classe, de celui qui est bon partout, qui sait tout, même s'il n'a pas toujours tout réussi. Mais il a cette espèce d'image de lui, alors on l'a dit 100 fois, narcissique, etc. Ce qui est vrai, et comme il est tellement brillant, tellement intelligent, que cette intelligence lui fait faire souvent des choses d'une imprudence mais colossale. Encore une fois, son intervention en Slovénie sur la mise en suspension, sur la suspension des retraites, alors que le Premier ministre organise son sauvetage politique autour de la démarche de suspension de la réforme des retraites. Et il les accumule souvent comme ça, par désinvolture. Le mot est tout à fait juste. Volonté peut-être de perturber, d'être dans une sorte de disruption permanente, parce qu'il y a une forme de chaos qui l'intéresse. Oui, mais je ne crois pas, non. Je pense que c'est un rapport au réel qui n'est pas celui d'un homme politique ordinaire. C'est-à-dire qu'il a un rapport... Moi, je me souviendrai toujours, le jour de la passation de pouvoir entre Hollande et Macron, François Hollande m'a dit, j'étais le matin à l'Élysée, François Hollande me dit, cet homme-là ne restera pas en poste tout son mandat, parce qu'il ne connaît pas la France. Alors il s'est trompé sur le temps du mandat, etc. Il a été réélu, etc. Mais il a été réélu. C'est incontestable. J'ai aussi voté pour Emmanuel Macron, donc c'est pas la question. Mais ce rapport qu'il a au réel, à la France, on revient au terroir, etc. Et ce qui est intéressant chez Le Cornu, c'est qu'il est l'inverse d'Emmanuel Macron. Il est strictement l'inverse. C'est une approche paradoxale. Il est exactement aux antipodes de sa pratique politique. C'est un homme du terroir. C'est un homme qui a franchi toutes les étapes du parti politique, des élections, depuis la base, sur le terrain, etc. Il a été conseiller général, député, président de conseil général. Après, on a dit conseil départemental, etc. Mais donc, il a fait, lui, le chemin inverse. Si vous voulez, vous avez un parachuté de la haute sphère des finances, qui est Emmanuel Macron, et de l'autre côté, vous avez Sébastien Lecornu, et quelque part, c'est pas par hasard s'il gagne en popularité en ce moment. C'est comme ça que vous expliquez, au fond, là, et qu'on peut expliquer le niveau d'impopularité, de rejet du président de la République, parce qu'il y a le sentiment, effectivement, qu'il vient d'en haut, qu'il est loin des Français. Il est trop loin. Alors qu'il a fait le tour des mairies, le grand débat après les Gilets jaunes. Mais moi, j'ai suivi le grand débat. Et le grand débat, c'était très intéressant parce que, comme par hasard, c'était Sébastien Lecornu qui l'avait organisé, absolument. Et d'ailleurs, c'était intéressant, puisque lui, il avait le contact avec les élus. Le lien était très fort avec les élus locaux, avec les gens du territoire. Emmanuel Macron, dans tous ces grands débats, qu'est-ce qu'il faisait ? Il parlait pendant des heures et des heures. Il était en palabre. C'est un homme de palabre et il est capable de parler pendant des heures. Et les élus écoutent le maître qui est en train de parler, et quelque part, il n'a peut-être pas l'écoute nécessaire pour écouter le peuple un peu plus. Sinon, il aurait fait quelques erreurs. Un passage dans les Pyrénées, il avait absolument stupéfait les habitants qui étaient là, parce qu'il avait pu parler pendant 1h30 de la problématique de l'ours et du loup. Sans une note. Parce que c'est un génie en même temps, c'est ça là. Enfin, c'est pas réel. Voilà. Et c'est presque trop. Quand il a fait le grand débat avec les intellectuels à l'Élysée, moi j'y ai participé. Vous avez pu en placer une ? Non, mais moi j'étais un observateur. Hein. Et c'était très intéressant parce que les intellectuels ne parlaient pas. Ou alors c'était une petite phrase et après c'était une logorée de 2 heures du président de la République, qui était d'ailleurs
très intéressante. Il maîtrisait tous les sujets à la perfection, mais c'est peut-être trop. À un moment donné, il faut parfois redescendre sur terre. Et donc, du coup, ça donne pas une sensation d'humilité. Et Emmanuel Macron, malgré tout le talent qu'il a, il n'a pas ce défaut d'être un peu plus humble, je crois. Et peut-être lui manque-t-il cette peur qui vous saisit quand vous écrivez plus intimement, quand vous écrivez beaucoup plus sur vous. Quand on alterne roman et essai, Ouais. est-ce que ça fait un peu plus peur quand on travaille sur un territoire personnel et qu'on raconte une histoire en fiction? Oui, bien sûr, parce que même si vous vous cachez, vous dévoilez toujours un peu, mais le fonctionnement, la mécanique, le moteur de ce que je fais est toujours le même, c'est la passion de l'histoire. Merci beaucoup, Serge Raffi, d'être venu au Grand Oral pour Merci nous à parler vous. de L'odeur de la sardine, qui est publié chez Fayard, un roman que je vous recommande, parce qu'effectivement, c'est une enquête à travers les mémoires. À très bientôt pour le Grand Oral.